Bonjour à tous, je me trouve ici au Salon du Survivalisme 2019, donc c'est un salon qui est très jeune puisqu'il a été organisé pour la première fois l'année dernière. Alors entre trekking en famille et survie en milieu hostile, le survivalisme est un domaine très large, en pleine expansion. On va voir ce qui s'y passe, c'est parti, suivez-moi. En fait, on veut pas qu'il filme. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Oh, les Français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Bonjour Clément. Bonjour. Alors ce salon du survivalisme, c'est quoi? Bah écoute, c'est un regroupement de plein d'acteurs différents qui viennent de plein de secteurs. Voilà, parce qu'à la base, le survivalisme, c'est un mode de vie. Donc ça concerne tous les pans de votre vie quotidienne. Donc tous tes besoins primaires, tes ressources en eau, en énergie, en alimentation, le fait de savoir se débrouiller en extérieur. Mais regardez autour de vous, il y a des enfants, il y a des gens qui veulent juste apprendre à randonner, il y a des gens qui veulent juste apprendre à reconnaître les plantes comestibles en fait. Il y a un atelier de découverte des plantes comestibles. Est-ce que ça fait de nous des néo-nazis, j'ai envie de dire? Regardez le ton du salon, on est vraiment dans le partage de la connaissance, dans le respect du milieu naturel. La passion de la nature. Voilà. Et moi, ce que je défends, c'est le plaisir d'être dans la nature. C'est pas la peur d'une faim, c'est pas la peur d'une catastrophe ou quoi que ce soit, c'est le plaisir de découvrir ce qui est dans la nature, le plaisir d'allumer un feu. Moi, j'attends pas la fin du monde. D'accord, parce que c'est un peu l'idée qu'on s'en fait, des survivalistes. Ouais, j'ai C'est l'impression. genre, vous êtes dans la collapsologie, vous allez... Ouais. La Terre va exploser et vous, il faut que vous surviviez. Accessoirement, si ça doit arriver, on aura peut-être quelques astuces, mais l'idée, c'est pas d'attendre la fin du monde, non. Alors qu'est-ce qui n'est pas cette caricature? Quelle est la réalité justement du survivaliste? Alors si je devais défendre juste moi, ma philosophie, ce serait le bushcraft. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Oui, j'en ai entendu parler, ouais. Donc le bushcraft, c'est l'art de vivre dans la forêt, en bonne intelligence avec la nature. Donc voilà, c'est le contre-pied de cette émission seul face à la nature. En réalité, c'est avec la nature. Donc c'est tirer parti des ressources, c'est toutes les connaissances et les savoir-faire de nos ancêtres qui ont été un petit peu oubliés depuis quelques années, depuis quelques décennies, avec le progrès de la technologie, tout simplement. Mais qui sont redécouvertes progressivement, mais qui demandent un certain travail justement pour être retrouvées. Comment j'allume un feu, comment je me nourris, comment je passe ne serait-ce qu'une nuit dans la forêt en fait. Savoir se débrouiller, se faire un nœud, voilà. Pas se surarmer, pas non plus sombrer dans le marketing absolu du couteau de chasse de 30 cm. On en croise, ça veut faire partie du paysage j'imagine, mais je pense que c'est pas le reflet de la population globale du salon. Concrètement, à la campagne, qu'est-ce que tu as de plus que n'importe qui ferait de toi un survivant en situation... Un petit poulailler déjà, puis même pour le retour aux animaux, un petit peu arrêter d'être trop sur internet, d'être trop dans le média, etc. Des petites poules, donc ça ramène des œufs, des cuves à flotte pour gérer l'eau. J'ai un filtre, par exemple, je ne bois pas l'eau du robinet, je bois mon eau de pluie. Exclusivement? Exclusivement. Tu es autonome en eau? Pour les toilettes, pour la salle de bain, la douche, j'utilise encore le réseau classique, mais pour boire, je bois que de l'eau de pluie. En cas de problème, tu as de l'eau? Voilà, j'ai de l'eau, quelques réserves alimentaires, médicaments et autres. D'accord. faut pas tout dire. Ok, d'accord. Ça, c'est le côté survivaliste, tu vois, faut pas tout dire. On en dit un petit peu, mais pas tout. N'importe qui a allumé un feu ou qui a passé une nuit en bivouac a été hypnotisé par les flammes parce que c'est inscrit. Nous sommes aussi dans la notre nature. héritage. Voilà, Nous sommes la nature. On vient de là et il faut quand même se raisonner. On a énormément de confort depuis la révolution industrielle, mais en réalité, Homo sapiens, ça remonte à 200 000 ans. Et je parle même pas Australopithèque, etc. Et pourtant, déjà, à l'époque, ils fabriquaient des outils, ils savaient vivre avec des plantes médicinales, des plantes comestibles. Je veux dire, même les gorilles connaissent des plantes médicinales. Quand ils ne se sentent pas bien, ils vont récolter certaines plantes. Les chimpanzés également. Pourquoi est-ce que nous, on n'est plus capable de faire ça? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se tourner vers des grandes firmes pharmaceutiques, quoi? Il y a eu une coupure. C'est-à-dire la connaissance qui nous a permis d'arriver jusqu'à là où nous sommes, on est en train de la perdre. Exactement. Et je pense que c'est un peu comme un flambeau qu'on doit récupérer et transmettre aux générations suivantes. Le survivalisme et le monde de l'événementiel des salons, c'est déjà deux choses qui sont un peu en antagonie, parce que le monde du salon représente un peu quelque part le consumérisme ou la société de consommation, alors que le survivalisme vient en opposition par rapport à tout ça. Donc là, on a une contradiction fondamentale. Voilà, exactement.
que je vais expliquer justement. D'accord. C'est le fait de dire que nous, on a conscience de ce point-là que tu évoques, mais on tient quand même à... Le format du salon est vraiment bénéfique parce que ça permet de créer une proximité entre tous les acteurs, les professionnels, les représentants publics, les visiteurs, etc., enfin la population. Et en amenant les gens ici, on va leur permettre d'être sensibilisés en fait aux thématiques profondes qu'on traite et aux grands enjeux qu'on veut mettre en avant. Les enjeux de la surpopulation à long terme, du gaspillage à outrance, du réchauffement climatique et de plein d'autres choses que les gens doivent prendre conscience aujourd'hui que le modèle dans lequel on vit n'est pas forcément viable à long terme et qu'on peut peut-être faire autrement. Tu penses qu'à moyen long terme, il va falloir que les Français soient en capacité de survivre à des situations extrêmes? Je pense qu'il y a trop de... Il y a trop de choses qui peuvent partir en couille et je pense qu'il va falloir être un peu plus autonome, un peu plus sur soi, garder son agriculture, beaucoup moins dépendre de l'État. Je pense qu'on est très assisté en France. Je pense qu'il faut un retour aux sources, avoir son potager, faire des réserves d'eau, de pluie, être un peu plus débrouillard. Ouais. Et ça demande une technique, un savoir-faire. Toi-même, tu as appris ça dans des bouquins? Sur des bouquins, il y a des lives, il y a des gens qui volent l'Ouest, Piero San Giorgio et plein d'autres. Après, il y a des stages, tu peux aller à la Croix-Rouge faire une formation, ça coûte 60 balles, et puis au moins tu tombes sur un accident, quelque chose, tu peux soit aider les gens, soit le faire sur toi-même. Ok, donc là on va avoir une simulation d'attaque terroriste, c'est parti. On me merde. À partir du moment, et seulement à partir du moment où la menace est partie, on va traiter la blessure. Là, on a une blessure hémorragique. Là, on a une blessure sans hémorragie. Donc, on va forcément traiter la première blessure hémorragique. D'accord ? Là, il va y avoir une pause d'un garrot. Et ensuite, il y aura bien évidemment appel des secours, rapidement, de telle sorte à ce qu'on puisse exfiltrer. Les pompiers vont exfiltrer les blessés. On est vraiment dans la simulation d'attentat, ce que l'on fait sur notre stand des loups de guerre, de telle sorte à ce que c'est malheureux, c'est d'actualité, donc on travaille beaucoup là-dessus. C'est un protocole qui a été mis en place par les militaires américains qui ont fait des études statistiques et se sont aperçus que si les militaires avaient été formés à faire certains gestes, un certain protocole basique, ils auraient pu sauver un certain pourcentage de soldats qui sont morts parce qu'ils n'ont pas bénéficié de ça. Le premier collègue avec une fémorale percée, il se vide en 3 minutes. Là, la blessure, il aurait peut-être tenu 10 minutes, un quart d'heure ou 20 minutes, donc on a plus le temps. Et je l'ai traité avec un pansement israélien. C'est un pansement qu'on applique sur la plaie, qu'on serre, etc. L'objectif premier du groupe de secours catastrophe français est d'intervenir lors de catastrophes naturelles, d'effectuer les sauvetages lors de séismes notamment, et de sortir le plus rapidement des victimes coincées sous les décombres. Eh bien, vous êtes grandement utile. C'est le moins qu'on puisse dire. On est utile, oui, on est utile, mais comme tous les personnes qui sont utiles, c'est les personnes qui organisent le salon également, parce qu'ici on est présent. Les personnes utiles, c'est les donateurs, donc c'est une chaîne de solidarité, donc tout le monde apporte sa pierre à l'édifice, on va dire. Certains n'ont pas eu cette cohésion de groupe, ils n'ont pas fait l'armée, etc. C'est ça, d'ailleurs l'armée est très utile pour ça. Mais absolument, c'est un peu dommage qu'ils l'aient enlevé, mais aujourd'hui, on a vraiment la cohésion de groupe, pour des gens qui ne se connaissent pas, on le voit chez nous, c'est extraordinaire. Le soir, les gens se retrouvent autour du feu. Bon, la journée on bosse et puis le soir on se détend quand même. On mange un bon petit morceau, c'est convivial, on fait connaissance. Il y a aussi une grande aventure humaine dans ce qu'on fait. Et on aide également les personnes SDF dans la rue depuis 10 ans. Ah d'accord, ok. Vous faites des maraudes? Alors on fait des maraudes et on offre ce qu'on appelle un kit de survie qui a une valeur de 180 €, qui comprend duvet, popote, couverture, kit de soins, kit hygiène, etc. D'accord, ok. Vous êtes sous la forme ONG? On est une ONG, tout à fait. Vous êtes une ONG? On est une ONG. Qu'est-ce que ça implique? Alors, ça implique d'être totalement indépendant, ouais. D'aller où nous souhaitons et de pouvoir parfois rentrer dans certains pays sans autorisation du gouvernement actuel ou un gouvernement qui est en conflit avec le pays. D'accord, donc vous intervenez à l'international aussi? Alors le premier objectif du GSF est d'intervenir à l'international. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, pour effectuer notamment des secours lors de catastrophes, des séismes, etc. On peut toujours essayer de sauver quelqu'un avec peu de choses en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Chacun peut sauver une vie. Et puis nous, souvent, on apprend sa défense, Krav Maga. Des fois, on peut désarmer quelqu'un juste en...
Ok, donc là on va voir Fred Perrin qui est un Français très respecté dans tout ce qui est conception de couteaux, respecté dans le monde. Donc on va aller le voir, c'est parti. La coutellerie fait main comme moi je fais, c'est un mode d'expression, quoi. Je raconte une histoire, quoi. C'est ma vision de la chose. Il y a une part d'art dans la conception du couteau. Technique et art. C'est surtout technique et après c'est joli et c'est peut-être artistique. D'accord. Je sais. Moi la partie artistique, je sais pas, c'est pas. J'essaye de faire des choses qui me semblent fonctionnelles et le plus simple possible. Et je pense que la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus beau. Maintenant, l'art, c'est difficile à définir. Tout le monde a sa vision de l'art. Pour certaines personnes, c'est artistique, pour d'autres, pas. Pour moi, un vrai couteau de survie, si je veux me faire un couteau de survie demain, je vais partir sur un couteau que j'aurais forgé dans un acier qui va me pardonner tous les défauts que je puisse faire dans mon travail, qui va me pardonner les variations de température. Je vais limiter les actions de travail de meulage. Donc je vais faire en fait quelque chose qui va ressembler plus ou moins à ça dans le fini. Je vais le forger au plus près au marteau. Je vais éviter d'avoir aucune entablure, rien. Je vais faire quelque chose qui soit le plus monobloc possible avec une trempe sélective que je ferai assez haute pour avoir quelque chose où déjà il n'y aura aucun point de rupture possible. Dû à une faiblesse dans le travail de la fibre. Juste ça déjà, quand je dis ça, les gens me regardent, ils ne comprennent pas parce qu'en fait, la première chose à comprendre, c'est quoi un couteau. Un couteau, c'est un ensemble de compromis. Un couteau, c'est une lame, un manche qui permet de tenir le couteau. C'est très très con, mais c'est réel. Il y a des tas de couteaux, vous les prenez en main, vous vous mouillez les mains, vous mettez un peu de savon, vous les prenez, ils vont vous glisser des mains, donc c'est pas un bon couteau. Il faut que la lame soit polyvalente, la taille va dépendre un peu de ce que vous voulez faire, mais surtout il faut que la forme soit ultra utilitaire et qu'on limite les risques de casse. Est-ce qu'on peut dire qu'un couteau peut durer toute la vie, s'il est bien fait? S'il est bien fait, il doit même durer plusieurs vies. Dans la mesure où si vous allez dans les musées, vous allez trouver des couteaux et des épées qui datent de nombreuses vies passées. Donc oui, un objet métallique, il est là pour longtemps, quand il est bien fait, bien utilisé, bien stocké. Il est là pour durer des siècles et des siècles en fait. Allez dans les musées, vous allez voir, il y a plein de choses en ferraille qui sont là depuis le Moyen-Âge et même bien avant. Disons que ça c'est une notion qui va totalement à l'encontre de la société de consommation qui nous appelle à renouveler en permanence nos... C'est un petit peu paradoxal, voilà, c'est sûr. Vous êtes des résistants quoi. Je sais, ouais peut-être. Celui du haut s'appelle le Vendéen, c'est un modèle qu'on a déposé. Celui du bas s'appelle l'Insurgé. On reste dans le thème vendéen. Je trouvais ça intéressant que les Vendéens aient tous sur eux un insurgé à l'avenir. Voilà. Un couteau pliant, très fin, discret, acéré. Voilà. Combien de temps pour produire un tel couteau? Alors là, on est sur des maquettes, donc on a travaillé une quinzaine de jours sur le prototypage des couteaux. Une fois qu'on est rendu en production, on va en faire 3 à 4 par jour, voilà, pas plus. Donc parce qu'on souhaite que tout soit fait chez nous. C'est ce qui nous intéresse. On évite maximum de travailler avec l'industrie parce que je souhaite juste qu'on maîtrise le produit de A à Z et qu'on puisse dire, bah voilà, il est fait chez nous. Voilà. Donc on part vraiment de la création du dessin jusqu'à la vente, voilà, et toutes les fabrications. Et plus on est autonome et plus on peut tout faire nous-mêmes, mieux c'est quoi. Plus on est content. Pourquoi? Voilà. Le plaisir de tout faire soi-même. Voilà. L'indépendance, le plaisir de tout contrôler. Au moins on est sûr des délais, on est sûr de la qualité. Et voilà, on maîtrise tout quoi. Voilà. Ça c'est un couteau de cuisine avec une lame en damas. Alors, le damas c'est un feuilleté d'acier de fer qu'on soude à la forge. Aujourd'hui la plupart des cuisiniers vont se tourner vers les couteaux japonais parce que c'est à la mode et parce qu'ils sont bien, pour reconnaître. Et à un certain moment, ces cuisiniers utilisant que des produits français, ils se disent mais pourquoi j'utilise des couteaux japonais? Donc ils s'orientent vers des couteliers qui peuvent leur fabriquer des couteaux de qualité. Et on a beaucoup travaillé nous avec les cuisiniers pour comprendre ce qui leur plaisait spécialement dans le couteau japonais. On n'est pas du tout dans un style japonais, mais techniquement, il y a les caractéristiques qui leur plaisent dans le couteau japonais. Voilà, c'est ça ce qu'on a cherché à faire comme travail. Dans vos méthodes de travail, quelle est la différence avec les méthodes industrielles? J'imagine que vous utilisez des produits peut-être plus nobles, des méthodes... C'est toute la différence entre l'artisanat et l'industriel, ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà, c'est des méthodes différentes, la temporalité surtout, elle est très différente. On prend le temps de travailler, on apprécie, et puis là, ce que vous voyez, c'est zéro électricité. Il n'y a pas... Oui, tout à fait. C'est sans électricité. Tout est fait à main. D'accord. Voilà. Et de toute façon, étant donné vos méthodes de production, qui sont manuelles, artisanales, vous ne pourriez pas répondre à une demande trop grande. Oui, et c'est pas le but. On peut employer, entre guillemets, demain des collaborateurs, des personnes comme mon frère, en tout cas des gens conformes, etc. Mais le but, c'est pas de faire à la chaîne.
Et c'est pas du tout, on ne veut pas arriver à ce que vous nous passiez commande. Moi, je vous dis oui, c'est moi qui vais le faire. Et en réalité, derrière, il y a 3 autres personnes qui travaillent. On essaie vraiment de répondre à ce que vous attendez de nous. Et pas faire une espèce de... Voilà. Et donc c'est différent de toute la société de consommation. Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est un peu notre démarche, notre philosophie. Puis je ne vous cache pas que nous, on fait ce travail vraiment pour vivre bien. Et on ne le fait pas pour être riche dans le sens du terme, enfin un peu usité, quoi, financièrement parlant. C'est facile aujourd'hui d'être artisan en France ? Non. À quelles difficultés vous êtes confrontés ? Comme beaucoup, les taxes. Ouais. C'est l'horreur. Bien souvent, en fait, ce qui nous retient, c'est la passion du métier. Voilà, mais heureusement qu'on a ça, sinon on va tout valser, quoi, très clairement. Ouais. Vous êtes trop imposé, trop taxé dans tous les sens ? Trop imposé, trop taxé, trop de législation en tout genre, trop d'obligations, trop de normes. On ne peut plus être partout. À chaque fois, c'est toujours des billets de 1 000 € par-ci, billets de 1 000 € par-là. Ça coûte horriblement cher. Il faut mettre aux normes telle machine, telle infrastructure, tel atelier. Des fois même, c'est pour des conneries. Il faut une certification, un papier, des choses comme ça, par tel organisme. C'est l'horreur. Franchement, c'est l'horreur, quoi. Aujourd'hui, moi, dès que j'ai des jeunes qui viennent me voir pour me dire je voudrais être à mon compte, je dis non, si tu veux être à ton compte parce que tu veux être bijoutier, reste salarié, tu feras que de la bijouterie. Si tu te mets à ton compte, tu vas faire de la paperasse. Voilà. Voilà comment tuer le savoir-faire français. Il y a un peu de ça. En le submergeant de paperasse. Oui, exactement. C'est exactement ça. Est-ce que vous diriez que c'est un métier en extinction ? Avec la concurrence des couteaux américains, chinois, etc. En France. En France, la coutellerie faite main, vous voulez dire ? J'ai pas l'impression, non. Je pense que c'est un métier qui fait rêver beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de gens qui se lancent et c'est pas forcément facile de vivre que de ça. Moi, personnellement, je suis obligée d'être artisan ferronnière pour gagner ma vie et je fais des couteaux en plus. Après, non, je pense que c'est un métier qui revit comme les boulangers traditionnels, il y a partout une volonté quand même de revenir à des choses plus authentiques. Je travaillais dans l'événementiel il y a 3 ans et on m'a toujours demandé de faire plus. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ma vie, elle n'a pas de goût. Et je me suis dit, comment, avec 1 500, 1 700 € par mois, j'arrivais à être toujours dans le rouge alors que je faisais pas grand-chose. J'ai commencé à regarder mes dépenses, comment réduire et tout. Et je suis tombé dans l'autonomie parce que je me suis dit que déjà l'électricité me coûtait cher. J'ai acheté des panneaux. Ils sont remboursés au bout de 6 ans. Ils peuvent durer plus de 20 ans. Après, j'ai commencé à regarder comment je pouvais réduire les factures d'eau. Je me suis mis une citerne, je collecte l'eau de pluie, je la filtre. Et maintenant, je suis en train de préparer mon potager pour être autonome alimentairement parlant. Une fois que tu as tout ça, je vis, je n'ai pas trop envie de raconter pourquoi et comment, je vis avec 350 € par mois et je suis très heureux. Bon, je pense que ça doit se voir, tu vois. Alors dites-moi, l'aquaponie, c'est quoi ? Alors l'aquaponie, c'est une culture, un écosystème vertueux. On est sur une symbiose. En gros, on a des poissons qui vont faire des déjections et les poissons vont salir l'eau pour les plantes et les plantes à leur tour vont purifier l'eau pour les poissons. Donc en fait, c'est une technique de culture vertueuse du futur qui incarne l'agriculture du futur. On économise énormément d'eau, on n'a aucun intrant chimique, aucun pesticide, aucun antibiotique. Et voilà, donc en fait, pour faire simple, l'aquaponie, c'est un mot valide. On a aquaculture d'un côté, l'aquaculture, l'élevage d'espèces aquatiques en captivité, et l'hydroponie, la culture de végétaux hors sol. Ces 2 techniques polluent, quand on les met ensemble, elles ne polluent plus. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on produit à la fois des protéines animales et végétales sur un même espace, que ce soit sur un balcon, dans sa cuisine, dans son jardin ou dans un champ, quoi. Donc ça, c'est des tours qu'on fabrique, qui sont dans un plastique alimentaire, recyclable à l'infini et à basse température. Tout ça, c'est produit à côté de notre village. Le meuble aussi est produit par un artisan ébéniste près de notre village. C'est du local. Et on est sur du local. Et pour ce qui n'est pas local, la pompe, par exemple, qui malheureusement vient encore de Chine, on n'est pas du tout dans une logique d'obsolescence programmée, puisqu'on peut changer chaque pièce et elles ont déjà une bonne durée de vie. Et puis voilà, là, c'est que le début. En 2014, on était 2 ou 3 en France à faire ça. On passait pour des hippies mangeurs de graines, entre guillemets. Et là, on est vraiment dans une réalité depuis 2017 où là, les médias parlent d'aquaponie. Et on voit aussi des producteurs qui s'intéressent de plus en plus à ça, ainsi que des agriculteurs qui jusqu'à présent ont trouvé notre modèle un peu
ils nous prenaient pour des concurrents. Le particulier aussi peut être intéressé par ce système, mais on va surtout l'encourager à fabriquer lui-même tout ça avec des matériaux de recyclables et des matériaux qu'il va retrouver, par exemple une pompe d'un vieux lave-vaisselle, une baignoire qu'il va trouver à la déchetterie, etc. quoi. Enfin, on est vraiment dans cette logique de vulgarisation et de promotion de l'aquaponie en France et en francophonie. Alors dites-moi, c'est quoi Géopure? Géopure, c'est l'autonomie en eau, l'autonomie totale en eau. Donc nous, on développe des micro-épurateurs autonomes pour douche. Le concept, la purification en circuit fermé. Donc dans ce système, on met 100 litres d'eau. Et avec ces 100 litres d'eau, on peut fournir une centaine de douches où on peut vivre en autonomie pendant 2 ou 3 mois. Voilà, en gros. Donc en fait, ça nettoie l'eau grise. Ça nettoie l'eau grise et ça la réinjecte dans les douches, dans des lavabos, dans une cuisine, dans une maison, bref. Alors mais ça, il faut pouvoir le mettre dans une maison. Alors ça, c'est le système, c'est notre modèle pour la mobilité. Nous, on fait des camps un peu partout sur la Terre, sur la planète, en Australie, en Bolivie, là où il n'y a pas de réseau. Et là, notre nouveau projet, on y travaille là maintenant. C'est la maison totalement autonome qu'on prend en hélicoptère, qu'on pose n'importe où, et elle est autonome en eau et en électricité. Parce qu'effectivement, dans les pays pauvres, la problématique de l'eau est encore plus importante qu'ici. Oui. Non, c'est derrière, c'est les bons poivres. Ah oui, d'accord. Le gars avec le taser là. Il y a des gaz lacrymaux ici. Ouais. Les CRS nous ont poursuivis jusqu'à. Notre vocation, c'est d'éliminer tous les pathogènes, tous les micro-organismes dangereux contenus dans l'eau. Donc bactéries, virus, amibes, giardia. Typiquement l'eau qu'on trouve dans une mare. Alors typiquement, c'est l'eau qu'on trouve dans la nature. Dans une mare, effectivement, dans un torrent, ruisseau, voilà. Être autonome en pleine nature. Il faut être certain qu'en amont, il n'y ait pas une usine qui ait déversé des produits chimiques. Parce que là, sinon, c'est... Alors après, certains de nos filtres à eau contiennent des cartouches de charbon actif, ce qui va permettre de réduire considérablement la teneur en agents chimiques ou en métaux lourds. Mais de totalement les enlever à 100%, non. Et dans la plupart des cas, en fait, ce dont on a besoin surtout, c'est de pouvoir être, quand on est en montagne, nous on s'adresse surtout à des randonneurs, des gens qui partent en expédition, à des voyageurs qui ont besoin d'eau potable, et on peut prendre au détour d'un chemin n'importe quel type d'eau et puis la boire instantanément. Comme ça, par exemple. Sans aucun risque. Sans aucun risque, absolument. Vraiment, là, si je bois cette eau, je risque pas de tomber malade ce soir. Vous pouvez la boire, je peux la boire. Parce que ça, au départ, c'est quoi comme eau? C'est de l'eau Alors c'est de l'eau dans laquelle on a mélangé pour le salon des cailloux, de la terre, voilà. Là, tenez, je vais boire ça. Eh ben, allez-y. Ça vous dérange pas? Non, allez-y. Vous pouvez, allez-y, vous pouvez la boire. Il faut aspirer, vous pressez un petit peu. Voilà. Donc non, je vous garantis que vous ne serez pas malade. Ça n'enlève pas le goût. Elle a un petit goût... Il y a un petit goût de terre. Ouais. D'ailleurs, c'est pas mauvais. Mais bon, moi, j'ai déjà bu de l'eau des lacs l'été dernier. Il y avait un petit goût de vase. Mais bon, au moins, on est sûr qu'on va pas être malade. Bah alors Sac à salade, c'est un nom rigolo. C'est un nom français. Oui. C'est une fabrication française et artisanale. Et surtout, les 4 ateliers que nous avons sont des ateliers seniors. Donc c'est environnemental, donc écologique, c'est social et surtout patriote. L'idée, c'est une fois que vous avez acheté vos fruits, vos légumes, vos herbes aromatiques, vos salades, vous les lavez, vous les laissez sur l'égouttoir pour que l'excès d'eau s'en aille, et bien humides, vous les placez dans le sac. La doublure intérieure permet de capter l'humidité et l'enveloppe extérieure l'empêche de sortir, et le tout placé dans le frigo. Donc l'idée, c'est tout ce que j'achète, je consomme. On lutte contre le gaspillage alimentaire et on réduit les déchets alimentaires. D'accord. Voilà. Et ça, c'est fabriqué en France? C'est fabriqué en France, c'est artisanal, dans nos 4 ateliers qui sont seniors. C'est primordial, parce qu'arrivé à 45 ans, on est senior en France. Et c'est là où quand même on a le maximum de savoir-faire. Donc du coup, nous on leur donne du travail et on est ravis de travailler avec eux. Le deuxième aliment le plus gaspillé malheureusement après la salade et les légumes, c'est le pain. Donc avec toujours pareil, les 2 enveloppes, coton et coton enduit. Et j'arrive en fait à retarder le vieillissement du pain de sorte à ce que je puisse consommer la totalité de ce que j'achète. Il sèche moins vite? Il retarde le vieillissement du pain, absolument. Et donc, c'est quoi une carte hygiène? Hygiène déploie sur toute la France une collection de cartes au 25 millième qui s'appelle historiquement les cartes Top 25 de la série bleue. D'accord. Et donc on déploie en coopération avec IGN ces nouvelles cartes en version numérique 3D. D'accord. Qui permettent d'embarquer à la fois une texture
cartographique. Et aussi, vous pouvez avoir dessus la photo aérienne qui correspond à la zone que vous êtes en train de parcourir. Bah ouais, on est près de Grenoble, là, le Sapé en Chartreuse, je connais, j'y ai passé toute mon enfance. Et ben voilà, on est chez vous. Le Sapé en Chartreuse, bon sang. On est chez vous. Et ouais, avec ma grand-mère. Et ouais, je connais. Alors, si vous c'est le voulez- champ-chaud de ça. Ouais, si vous voulez vous rapprocher de la maison, vous cliquez comme ça et ça vous cale le point où vous avez cliqué. D'accord. Et vous pouvez naviguer autour, vous en rapprocher, le passer en mode carto si vous voulez avoir le nom des lieux dits par exemple. Ou alors en mode photo, où on garde quand même une couche avec les sentiers. Eh bien, Vous savez ce que je me dis en voyant cette application? Non. La France est belle. Ça, je vous l'accorde, parce qu'avec toutes les cartes qu'on peut faire, on s'aperçoit qu'on a un paysage unique chez nous. La France est magnifique. C'est diversifié, il y a vraiment de tout. Et là, la Chartreuse. La Chartreuse, pour moi, c'est le joyau de la couronne. Mais bon, c'est parce que je suis de la région dauphinoise. Il y a eu un reportage qui a été fait par le quotidien sur le salon du survivalisme. Ils ont donné une image caricaturale des survivalistes en montrant que c'était des gens d'extrême droite, un peu renfermés, etc. Apparemment, ils sont allés au bar, bourrés. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Donc nous, bien sûr, le but, c'est de faire un reportage qui représente vraiment ce qu'il y a ici, c'est-à-dire des gens en fait qui viennent de partout, d'un peu tous les milieux sociaux, tous âges. On a vu des enfants, on a vu des personnes âgées. Donc voilà, et qui sont là en recherche en fait. Ce qu'ils recherchent, ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils veulent une meilleure connexion avec la nature, se rapprocher de l'élément vivant. Donc voilà, ça n'a rien d'extrême en soi. Hein. La démarche n'est pas extrême. Alors qu'est-ce que vous faites là, le Parisien? On propose des abonnements pour le Parisien. D'accord, et ça relève du survivalisme? Pas du tout. Ok. J'allais dire, il faut survivre à la lecture du Parisien. Parce qu'on a sponsorisé le... Ah là, le salon truc, ouais. D'accord, Des ok. pubs dans le Parisien. D'accord, ok. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Merci. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on fait ici? On forme les gens, on vend de la connaissance pour justement permettre aux gens de construire leur éolienne en autonomie. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Et alors, une éolienne, c'est facile à faire? Quand on a des bons moniteurs, une équipe de choc, c'est super facile à faire. Vous pouvez m'expliquer En gros, il y a 3 ateliers. Le premier atelier, c'est un atelier menuiserie bois. Donc là, il y aura de la taille de pales. Donc voilà, il y a un petit protocole à respecter, mais c'est assez simple. Attendez, parce que nous, on imagine que faire une pale d'éolienne, c'est compliqué. Ah non. On s'imagine la pale d'avion, quoi. Le truc, il faut que ce soit fait au millimètre. Il y a un petit protocole, on divise la pale en différentes sections. On sait qu'à telle et telle section, on a tel centimètre d'épaisseur. Et juste avec deux outils essentiels, la vastringue et la plane, on est capable de réaliser en quelques heures une pale d'éolienne sans problème. Donc après, du coup, ça amène au deuxième atelier qui est la génératrice. Donc la génératrice, c'est tout simple, c'est des bobines qu'on réalise nous-mêmes à la main, et ensuite 2 disques de métal avec des aimants. Et en fait, c'est le mouvement de ces aimants qui vont... là, je peux vous montrer. C'est le mouvement de ces aimants qui vont générer du courant électrique. D'accord, courant électrique qui sera stocké ensuite. Et ensuite qui sera stocké dans des batteries, soit autoconsommé directement ou stocké dans des batteries. Il y a aussi la possibilité de revendre à EDF, mais ils rachètent pas cher. L'énergie solaire est disponible, on l'utilise depuis qu'on est tout petit avec des loupes. Pour autant, quand vous demandez à quelqu'un si on peut faire un feu avec une loupe, il n'y croit pas. Donc nous, on a des briquets solaires qui allument tout en 1 seconde, une loupe solaire qui permet de pyrograver du bois, des barbecues solaires, on fait du pain, des gâteaux à l'extérieur. Et là, c'est notre dernière création, c'est un four solaire pour les enfants, pour qu'ils apprennent à réutiliser, à reconscientiser l'énergie solaire. C'est génial, c'est de l'énergie gratuite. Exactement, gratuite, écologique, disponible. Infini, sans dégagement de CO2. Alors quand est-ce qu'on voit ça? Là, venez. Sur le stand. Le premier briquet solaire, il a été inventé il y a 2000 ans. Et les centrales solaires, les Français, M. Mouchot, en a développé en Égypte en 1850. Pour autant, à aujourd'hui, c'est une énergie qui est complètement méconnue et très peu utilisée. On retrouve par-ci par-là des énergies solaires, un peu de centrales solaires. Panneaux solaires. Oui, mais photovoltaïques. Là, vous produisez de l'électricité. Nous, on produit de la chaleur. Il faut savoir que l'industrie dans le monde consomme 60% de l'énergie consommée, c'est de la chaleur.
Et quand vous faites de l'électricité pour produire la chaleur, c'est le système du chauffage électrique. C'est très consommateur en énergie. Et pourquoi on a 50 centrales solaires en France à aujourd'hui, centrales nucléaires, c'est parce qu'on s'est mis au chauffage électrique dans les années 70. À aujourd'hui, on veut se réapproprier la chaleur solaire, qui est quelque chose de écologique, facile à mettre en place. Et nous, la preuve, on donne tous nos plans en open source. Ah oui. Tous les plans de produits, alors ils ont été primés au concours Lépine les deux dernières années précédentes. Là, cette année, on présente au concours Lépine la dinette solaire. Mais en parallèle, on donne les plans des produits pour que les personnes se réapproprient eux-mêmes et peuvent le construire. Bien sûr, on vend le miroir, qui est la clé de conception, mais ça le permet à petit prix. Par exemple, ce four-là, il est vendu 69 € en magasin, mais à 20 € avec nos plans et notre miroir, vous le reconstruisez, ce sera la même fonction. Moi, mon briquet solaire, tu vois, le briquet solaire, c'est ça. C'est le plus petit objet qu'on a créé, mais c'est un peu pour nous le prophète de l'énergie solaire. C'est un démonstrateur de poche. Tu l'ouvres. Tu mets papier, bois, charbon, encens, clope, tout ce que tu veux dans le trou. Face au soleil, ça va concentrer les rayons et allumer instantanément. C'est instantané. C'est instantané. Donc tu vois, ta loupe, elle était instantanée dans le principe, mais seulement ce que tu mettais à l'intérieur, c'était du blanc. Si tu avais mis de la paille jaune pâle avec une teinte, ça capte. Pourquoi ? L'infrarouge qui arrive du ciel, il se capte. D'ailleurs, quand tu as un t-shirt blanc, tu as moins chaud que quand tu as un t-shirt noir. Le blanc reflète l'infrarouge. Et ce qui transporte la chaleur dans le spectre lumineux, c'est l'infrarouge, quoi. Donc pour le capter, il faut une couleur, il faut une teinte, même légère. Ça, c'est le petit briquet Bic qui fonctionne très bien. Tout le monde le connaît. Voilà, il rentre dedans. Quand il n'y a pas de soleil, tu fais comme avant et c'est très bien. On ne sait pas faire quand il n'y a pas de soleil, de la chaleur. On ne sait que faire par brûler du gaz, brûler du fioul, du charbon. Faisons-le parce qu'on ne sait pas faire autrement. Par contre, quand il y a du soleil, je serai là pour vérifier que tu utilises bien une énergie disponible, gratuite. Et à ce moment-là, Paris, c'est 200 jours de soleil. Toulon, c'est 300 jours de soleil. Moi, je viens de Toulon, mais je suis à Paris depuis 10 ans. Donc je sais, les tests, tous mes produits sont développés à Paris. Donc c'est pas... Tu vois, la dernière fois, on a fait un pique-nique solaire de 250 personnes au quai de Seine à Paris. Ça fonctionne. C'est possible. Ça fait 18 ans que j'habite en France et c'est fait maintenant, 14 ans, j'ai fait les éoliennes. Donc j'ai commencé le travail à Carcassonne. Et on a invité un monsieur Hugh Pigott, un Écossais, qui est venu fabriquer les éoliennes. D'accord. Et on a fait ça en 2004, 2005, après en 2007. Et pendant ce temps, j'ai fait les installations de machines classiques, les machines industrielles. Et aujourd'hui, c'est l'autoconstruction qui tient le plus. C'est la machine que la personne peut repérer eux-mêmes et peut fabriquer eux-mêmes. Comme j'ai fait une maintenance maintenant, je passe voir le gars, on fait ensemble. On descend son éolienne, on fait un petit bricole. Ou sinon, le gars, il fait tout seul, il met le téléphone, peut dire « Oui, c'est bien passé, il n'y a aucun problème, c'est cool, passe comme tu veux. » Et on a le droit de le faire chez soi ? Ou il y a des limites, il y a des contraintes ? Donc, à 12 mètres, on a le droit. 12 mètres de hauteur. 12 mètres de hauteur. On n'a pas besoin d'autorisation, juste une déclaration. Et au-delà de 12 mètres, faut demander une déclaration à la mairie, mais en général, c'est accepté. Le but, c'est pas du tout le profit, là, c'est vraiment de transmettre un savoir. Transmettre le savoir, on continue quand même, on essaie de fonctionner, parce qu'on vend un peu le matériel, on fait le stage où la personne paye pour participer au stage. J'ai fait facturer aussi, si je viens pour installer l'éolienne avec eux, c'est payant. Donc on reçoit de vie avec ça, mais il y a la place pour tout le monde. Okay. Même le gars la personne qui a bossé sur le studio toute sa vie, peut-être il n'a jamais appris à une autre personne à souder. Donc pendant la semaine, il devient formateur. Et il prend quelqu'un d'autre, comment faire une première pointe avec un poste de souder, une première ligne, souder deux pièces ensemble. This knife is designed for bushcrafting so that it can be used, number one, to create the tinder source. Okay. Right? So it can create the shavings like this. Uh-huh. Right? And it also can strike the ferrocerium rod like this. Okay? Okay. For making the fire. We can make the shavings like this and then light the fire. Wow. Okay. Okay? Very easy. This type of knife is made for making like the spoon. So you're carving something that you can eat with. Okay. Okay? You have to survive in your country. In the US, yes. In the US, yes. Pourquoi les Américains sont bons en couteau ? Pourquoi ils sont bons en couteau ? J'ai envie de dire parce que c'est les pionniers au niveau des couteaux industriels. Donc voilà, Spyderco, Benchmade, c'est les deux grosses marques. Il y a ZT aussi, donc zéro tolérance. Et après, il y a beaucoup de marques qui sont venues maintenant. Les Chinois sont venus sur le marché. Ils viennent concurrencer les Américains. Donc on a du Bestech, du WeKnife, du CVV, enfin pas beaucoup de marques. Et ils font énormément de modèles en fait. Donc ils viennent vraiment sur le marché, ils tapent très fort.
avec du haut de gamme. Donc on a du titane, du carbone, on a des aciers. Les Chinois ? Les Chinois, Ils sont ouais. sur du haut de gamme. Ouais, haut de gamme. Okay, c'est un peu contre-intuitif, on aurait dit qu'ils seraient venus sur une stratégie de prix agressif. Alors ils sont venus au début sur du bas de gamme, donc tout ce qui est Ganzo, d'autres marques. Mais maintenant ils montent en gamme et du coup ils viennent vraiment concurrencer les Américains. D'accord, ok. Voilà. Après les gens ont encore du mal avec le chinois, parce qu'il y a toujours cette image de qualité moyenne. Ouais. Mais bon, c'est vraiment très beau. Et au-delà des couteaux, je vois des... c'est quoi ça ? Alors ça c'est des trékénites, c'est des lyophilisés, donc c'est la nourriture déhydratée. Donc ils conservent très très longtemps, on peut voir jusqu'en 2021. Voilà, on met de l'eau chaude dedans, on attend un petit peu et c'est mangeable. C'est très bon. D'accord, ok. Voilà, et puis ça, les gens adorent ça. Parce que du coup, quand on fait des randonnées, c'est très léger. On met dedans, il n'y a pas besoin d'avoir d'assiette. Et puis après, on replie et directement dans la poche, comme ça, il n'y a pas besoin de faire de déchets, quoi. Ça, c'est le Halo 5, c'est un haut de gamme chez Microtech. Donc couteau automatique. Ah oui, d'accord, oula. Voilà, donc le double tranchant, on a un brise-vitre à l'arrière. Ça, ce genre de couteau, ça coûte combien ? Ça monte très très haut en fait. Ouais, voilà, ça coûte plus de 600 €. Ah ouais, 600 balles. Et celui-là, ça doit être, c'est marqué là. Il est à 615 € celui-là. Waouh, voilà. ok, donc 615 €, ouais. Qu'est-ce qui fait son prix en fait ? Alors ça va être l'assemblage en fait. C'est assez compliqué sur les ETF. Ensuite ça va être la marque, vous payez la marque et la qualité. Donc les manches en aluminium, le système Microtech. Et ensuite l'acier, la lame. L'acier c'est plus un acier haut de gamme et plus le couteau prend de la valeur forcément. D'accord. Voilà. Donc là, ça c'est un couteau qui va durer toute la vie. Alors toute la vie je dirais pas parce que les ETF, le seul inconvénient c'est que si ça s'encrasse dedans, on peut pas les démonter. Ah. Il faut une clé spéciale que Microtech vend, ça coûte très cher. Donc si c'est encrassé dedans, ça peut bloquer le système. Ok. Voilà. Mais c'est vraiment typé militaire. C'est-à-dire que ça va être pour une opération, on se fait agresser, on veut se défendre, c'est rapide. Voilà. Faire attention quand même, Voilà. parce que là on risque de tuer la personne. Ah bah oui, quand on est militaire, si on se défend, en général c'est plutôt pour neutraliser. Quoi. Pour neutraliser. Voilà. On est sur la neutralisation assez pointue. Assez définitive. Ouais, c'est ça. Les gens ils s'imaginent qu'en survie avec ton couteau, tu vas faire pied de biche, tu vas fendre des bûches et tout. C'est le seul outil coupant que tu as. Tu vas y faire aussi attention qu'à tes mains et à tes yeux, à ton intégrité physique, parce que si c'est le seul outil coupant qu'on a dans la survie, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc on va le préserver. Après, ce qui va vraiment compter, c'est d'avoir un outil coupant qu'on sait entretenir aussi. Ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose pour l'affûter et puis qu'il va falloir apprendre à l'utiliser. Vous diriez que c'est un marché en expansion ? Ouais, clairement. Vous vendez de plus en plus d'année en année. Exactement, ouais. Parce qu'à la base, on est coutellerie. Et du coup, en fait, ce marché-là, c'est ouvert et il y a beaucoup de gens maintenant qui vont là-dessus, quoi. D'accord, ok. Qui s'équipent, je sais pas s'ils se préparent à la fin du monde, mais peut-être aussi les tensions politiques qu'il y a en ce moment. Bien sûr. Peut-être que les gens se disent, voilà, ça peut peut-être péter un jour, donc pourquoi pas s'équiper ou s'informer sur des trucs, voilà. En fait, le savoir, il est à notre disposition dans les bibliothèques, dans les livres. Moi, depuis que je suis môme, je me suis intéressé au couteau. J'ai commencé à m'intéresser au couteau je devais avoir 6 ans, 7 ans. En 78, 79, je réussissais à avoir des revues sur les armes américaines dans lesquelles il y a les premiers articles sur les couteaux. Et comme je dis toujours, merci Sylvester Stallone et First Blood, le premier Rambo, c'est ce qui a déclenché le phénomène de la survie et le phénomène de la coutellerie custom en Europe. Avant qu'il y ait le film, il y avait 3 mecs ou 4 mecs qui faisaient des couteaux à la main en France et c'était des cas exceptionnels. Après, petit à petit, en 86, il y a eu la première revue sur les couteaux et les premiers salons de couteaux. Et c'est comme ça que des gens comme moi ils sont apparus, quoi. Mais moi, depuis tout petit, je lisais tout sur les couteaux. Je pense que j'ai dédié ma vie aux couteaux. Ouais.